Et si on se faisait un nouveau build rétro? Et oui, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait, et même des tests de composants rétro, ça fait longtemps là aussi que j'en ai pas fait. Principalement à cause de mon déménagement, parce que toute ma collection elle est stockée dans un container et assez difficile d'accès. Mais je me suis motivé à aller fouiller dans le container, hein, c'était pas évident, pour vous sortir quelques trucs pour pouvoir faire une vidéo intéressante. Dans cette vidéo, on va modifier et tester un PC du milieu de la décennie 90 dans le but de faire du rétro gaming. Donc un PC qui a pas loin de 30 ans, mais on verra ça juste après la sponsor. Le sponsor de cette vidéo, normalement vous commencez à bien les connaître, il s'agit de Godil24. Vous venez d'acquérir ou de monter un nouveau PC qui est dépourvu de système d'exploitation, vous n'avez accès qu'aux BIOS, alors même si les BIOS sont très sympas de nos jours, c'est quand même plus sympa d'avoir accès à un système d'exploitation pour profiter de sa machine. Dans ce cas-là, la solution c'est Godil24. Vous y trouverez des clés officielles de Windows 10 ou encore Windows 11. Et vous pourrez même profiter d'une réduction de 50% sur les clés Windows avec le code ALD50. Si c'est plutôt le pack office qui vous intéresse, vous le trouverez aussi avec une réduction un peu plus conséquente avec le code ALD62, vous profiterez de 62% de réduction. Et si jamais vous avez besoin des deux, à savoir Windows et le pack office, profitez-en parce qu'avec le code ALD62, vous avez aussi 62% de réduction sur le bundle Windows plus Office. Pour procéder, c'est très simple, une fois que vous avez décidé ce que vous voulez acheter sur le site, par exemple ici une clé de Windows 11, il vous suffit de l'ajouter au panier, d'aller directement voir dans le panier. Dans l'espace prévu à cet effet, vous ajoutez le code pour pouvoir profiter de la réduction, ici ALD50. Vous cliquez sur utiliser le coupon et vous profitez de la réduction. Regardez, je suis passé de 27 € à 13,55 €. Wow. Vous faites continuer le paiement et vous choisissez votre méthode de paiement, par exemple le paiement sécurisé via PayPal. Et de toute manière, si vous avez le moindre doute sur la procédure, eh bien il y a quelques temps j'avais fait une vidéo dédiée pour expliquer comment utiliser le site de Godil24, donc je vous le mets dans la description. Une fois le paiement effectué, Godil vous enverra là où les clés CD dans votre boîte mail. Donc surveillez bien votre boîte mail et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans les spams si le mail n'arrive pas. Et si réellement il y a un problème, ce qui peut toujours arriver, Godil24 s'engage à vous rembourser via le service après-vente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci à eux de soutenir la chaîne et merci à vous si vous faites des achats via les liens en description, car ça vous permet de soutenir la chaîne indirectement. Il y a déjà quelques temps de ça, il y a un abonné qui m'a fait un prix canon sur un PC de 95, peut-être 96. C'est un PC en socket 7 et c'est tout simplement l'idéal pour faire un PC à base de Pentium premier du nom. Et je vous avoue que si j'ai choisi ce PC là, c'est pas uniquement pour des raisons dédiées à la vidéo, c'est aussi parce qu'il était relativement simple d'accès dans le container. Malgré tout, ce sera quand même très intéressant de faire une vidéo sur ce PC sur la chaîne YouTube, étant donné que c'est une génération de matériel que j'ai encore jamais traité. Parce que finalement sur la chaîne, j'ai déjà testé un PC à base de processeurs 486, mais j'ai aussi fait des processeurs cartouches tels que les Pentium 2 et les Pentium 3. Sauf que entre les deux, il y a un trou, c'est le socket 7 qui a servi notamment pour les tout premiers Pentium, mais aussi certains processeurs de Cyrix ou encore AMD avec les K5 et les K6. En vrai, il y a même d'autres processeurs qui étaient disponibles sur cette plateforme, je crois qu'il y avait des processeurs IBM et d'autres. Mais bref, cette vidéo, elle viendra du coup combler un trou sur une période que je n'ai pas évoquée pour l'instant. Surtout que c'est une période que je trouve vraiment très sympa, que ce soit déjà au niveau des jeux vidéo sur PC, on était en plein dans la transition entre la 2D et la 3D, même si en 95-96 la 3D s'est déjà pas mal démocratisée, on avait encore pas mal de jeux qui sortaient en 2D. Et sur cette période, en vrai, on a quand même eu des excellents titres, hein, tels que le tout premier Quake en 96, il y a eu aussi Warcraft 2 en 95 il me semble, il y a eu le premier Diablo aussi en 96, il y a d'autres titres aussi comme Carmageddon, Tomb Raider, Age of Empires premier du nom, il y avait aussi le premier Rayman il me semble qui date de cette période là. En bref, on a eu pas mal de bons jeux sur cette période. Et au niveau hardware aussi, eh bien c'est une période assez particulière, parce qu'avec la démocratisation de la 3D, au niveau du hardware, eh bien ça a évolué. On a eu l'arrivée des premières cartes accélératrices 3D, avec la rendition V1000, on avait aussi S3 Graphics qui avait sorti la S3 Virge il me semble, le début d'NVIDIA avec le NV1, et on a aussi le début de 3DFX en 96 avec la toute première Vo2. Je pourrais aussi parler de Matrox avec les Mystiques ou encore les Millennium, bref c'était une période très chargée. Et en vrai cette vidéo, je
je pense même que ce sera un début de série de vidéos dans laquelle je vais essayer de recomposer un setup complet. Un setup complet qui sera pas uniquement pour ce PC là, il me servira pour tous mes PC, on va dire de 95 jusqu'à 2000. Et pour cette vidéo, le but ce sera donc de créer une configuration sympa en socket 7 et surtout de la rendre parfaitement fonctionnelle pour pouvoir la tester en fin de vidéo sur certains jeux. Bref, je passe en voix off pour vous présenter la bête. Donc voilà la bête, il s'agit d'un PC en format Baby AT, il doit dater de 94 à peut-être 96. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Baby AT c'est un format plus petit que le format AT qui était lui-même l'ancêtre du format ATX. En gros, pour simplifier, le Baby AT c'est un petit peu l'ancêtre du micro ATX. Regardez plutôt, hein, si je le mets à côté de mon boîtier en format ATX moyen tour, eh bien on voit que c'est quand même plutôt compact. En façade, il est plutôt bien équipé, il y a plus de slots disponibles, on a 2 lecteurs CD et surtout l'indispensable lecteur de disquette. Pourquoi indispensable? Parce qu'à l'époque, pour installer un système d'exploitation, on ne pouvait pas démarrer sur le CD. Il fallait donc utiliser une disquette de démarrage pour ensuite pouvoir aller vers le CD. Voire installer directement le système d'exploitation en disquette comme ça pouvait se faire par exemple avec Windows 95. Mais bon, vu la quantité de disquettes, c'était quand même bien plus pratique en CD. Ce qui est un petit peu dommage par contre, c'est que le plastique de la façade a quand même beaucoup jauni, ça se voit notamment quand on compare avec la couleur du boîtier en lui-même. Je sais qu'il y a moyen de redonner la couleur d'antan au plastique, mais je ne le ferai pas dans cette vidéo, je réserve ça pour une future vidéo. Étant donné que pour le moment j'ai pas énormément de place pour pouvoir faire des vidéos sur les composants rétro, je me suis débrouillé avec mon setup actuel. J'ai donc viré un de mes écrans modernes et je l'ai remplacé sur le support VESA par un écran 4 tiers, ce qui sera bien plus pratique. Et concernant les périphériques, eh bien j'ai pas le choix, j'ai dû prendre un clavier avec une connectique DIMM, j'ai donc pris le clavier Olivetti qui est super, et une bonne vieille souris à boule avec une connectique port série. On passe maintenant à ce qui se cache à l'intérieur de la bête et il s'agit d'une plateforme en socket 7. C'est donc un PC qui est capable d'accueillir les tout premiers Pentium, les Pentium MMX, les AMD K6, les K5 aussi. Il y avait certains processeurs Cyrix aussi, il me semble que c'était les M2. Il y a donc pas mal de processeurs compatibles sur cette plateforme. Concernant la connectique des cartes filles, on n'a pas trop le choix, c'est ou du port ISA ou du port PCI. Déjà à l'intérieur du PC, on retrouve une Sound Blaster 16 ainsi qu'une carte réseau, donc j'ai pas de raison d'y toucher, tout ça, ça va rester. Concernant la mémoire, on est sur des barrettes de RAM EDO, donc ce que l'on avait juste avant la SD-RAM. En revanche, j'ai le choix pour le format, j'ai un slot en format DIMM et 2 slots en format SIM. Actuellement, il y a 2 barrettes de mémoire EDO 16 mégaoctets en format SIM, ça me va très bien, donc je vais laisser ça. Concernant le processeur, je me rappelle plus très bien ce qu'il y avait quand je l'ai reçu, il me semble que c'était un Pentium MMX 133. Parce que quand je l'ai reçu, je me suis amusé un petit peu pour tester les processeurs que j'avais, j'ai donc changé. Ça date d'avant le déménagement, donc je vous avoue, je me rappelle plus très bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand je l'ai reçu à l'intérieur, on avait une carte accélératrice 2D 3D de S3, c'est pas celle que je vous montre, il me semble que c'était une Trio, celle-ci c'est une Virge. N'étant pas spécialement fan de la marque S3, je l'ai retirée, on va passer à autre chose, mais on verra ça tout à l'heure. Pour être honnête, ce PC dans cette configuration là, je le trouve pas hyper intéressant. Comme je l'ai dit, je suis pas hyper fan des cartes de S3 Graphics, je trouve que leurs performances sont vraiment pas top. Et à cette époque là, au niveau du rendu, de la qualité d'image, ce qui était très différent d'un modèle de carte à l'autre, eh bien S3 c'était clairement pas les meilleurs. Et concernant le processeur, là aussi je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Donc quand je suis allé prendre le PC dans le container, j'ai embarqué quelques autres composants pour pouvoir faire une upgrade sympathique, mais il faut d'abord se décider parmi ce que j'ai ramené pour faire quelque chose de pas mal. Et on va commencer par le choix du processeur. Voilà ma collection de processeurs Pentium première génération. On a donc un Pentium tout court 100 MHz, un Pentium 133 MHz. On passe ensuite à ce qu'on pourrait considérer comme un genre de refresh avec les Pentium MMX. Je possède un 166 MHz et un 233 MHz. Donc pour faire ce PC, je vais choisir l'un d'entre eux. Je sais qu'il y en a qui vont poser la question, donc je préviens maintenant. Ça sert à rien de me demander pourquoi j'ai pas mis de processeur AMD Cyrix ou autre. C'est tout simplement que dans ma collection, j'ai que des Pentium et Pentium MMX. Concernant les cartes accélératrices, que ce soit 2D, 3D, voire les deux, eh bien j'ai ça sous la main. Dans ma collection, j'en possède d'autres, mais étant donné que c'est dans les cartons tout au fond du container, je vous avoue que j'ai déjà assez galéré pour mettre la main sur celle-ci, donc je vais pas m'aventurer à vider complètement le container. Dans l'ordre de gauche à droite, on retrouve d'abord une S3 Virge DX avec 2 mégaoctets de mémoire, ce qui est pas énorme. Elle a pour avantage de faire à la fois 2D et 3D. Ensuite, une ATI Rage Pro qui elle aussi fait 2D, 3D qui embarque 8 mégas cette fois-ci. Ensuite, une carte accélératrice Voodoo 2 qui fait uniquement de la 3D et qui embarque 8 mégas. Et ensuite une 3D FX Voodoo Rush qui fait à la fois 2D et 3D qu'on a déjà vu sur la chaîne.
Alors voilà ce que ça donne après réflexion. J'ai donc choisi de faire un combo avec l'ATI Reg Pro et la Voodoo 2 pour ce qui est de la solution graphique. Ça me permettra de profiter à la fois de la très bonne puce 2D de l'ATI Reg ainsi que de la très bonne puce 3D de la Voodoo 2. A l'origine, je m'étais fixé sur la 3DFX Voodoo Rush. Le problème, eh bien, c'est tout simplement qu'elle rentre pas dans ce boîtier. Ou vu que les ports PCI sont placés devant le processeur, eh bien, je me retrouve bloqué parce que je dois y mettre le refroidissement. Donc ça ne passe pas. Ou je me retrouve bloqué à cause de la cage à disque dur, la carte étant beaucoup trop grande. Je me suis donc rabattu sur la TI Reg plus la Voodoo 2. Concernant le processeur, eh bien j'ai fait le choix d'aller sur le Pentium MMX 166 MHz. La raison est simple, c'est que je suis pas convaincu que le 233 soit compatible avec cette carte mère. Je testerai un peu plus tard, mais pour l'instant le but étant simplement de réinstaller tous les programmes dont je vais avoir besoin. Celui-ci fera l'affaire. Et pour le refroidissement, j'ai choisi le plus imposant des deux, vous le voyez à l'image. Je sais pas vraiment s'il y a un gros écart entre les Pentium MMX et les Pentium premier du nom. Je sais qu'ils apportent le jeu d'instruction MMX, mais est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses? J'en suis pas spécialement convaincu et c'est pour ça que finalement je les considère presque plutôt comme un refresh. Mais en tout cas, je pense que déjà un Pentium cadencé à 166 MHz, c'était vraiment pas mal pour l'époque. J'ai aussi bien entendu le MMX 233 que je testerai sûrement plus tard dans la vidéo, mais je suis pas vraiment convaincu qu'il soit compatible. En tout cas, si la carte mère l'accepte, avoir un Pentium MMX 233 c'est vraiment pas mal parce qu'on se rapproche plutôt des Pentium 2. Concernant la solution graphique, je suis assez déçu que la Voodoo Rush elle rentre pas dans le boîtier parce que ça aurait été beaucoup plus cohérent avec la période visée. Que ce soit l'ATI Reg ou la Voodoo 2, c'est quand même des cartes qui sont sorties en fin de décennie 90. C'est plus pour faire un PC de 98 voire 99. Quoi qu'il en soit, je trouve que l'ATI Reg plus la Voodoo 2 ça reste relativement cohérent. Faut pas déconner, on n'est pas non plus sur du matériel qui est sorti 10 ans après les Pentium MMX. Ce qui est bien en tout cas, c'est qu'au niveau graphique, on a vraiment un combo qui va envoyer du bois. Allez, on va passer au montage pour vérifier si tout fonctionne bien. Quand je monte les PC, d'habitude j'essaie de vous faire des petits montages sympas en musique, mais là il y a tellement peu de choses à faire que j'ai pas assez de rush pour ça. J'ai donc mis le processeur que j'ai sélectionné avec son refroidissement, rien de bien compliqué donc, mais par contre j'ai mis pas mal de pâte thermique parce que finalement ces processeurs sont quand même très gros. Il y a pas mal de surface d'échange. Et bien entendu, j'ai monté à la fois la TI Reg Pro et la Voodoo 2 que j'ai relié par le pont à l'arrière du PC. J'ai pas rencontré spécialement de difficultés, mais vraiment ça joue à pas grand chose pour que la Voodoo 2 passe. J'ai d'ailleurs dû changer de logement le disque dur, sinon ça n'en rentrait pas. J'ai ensuite procédé au premier démarrage pour vérifier si tout va bien et j'ai la fréquence du processeur qui est pas à la bonne cadence, mais en même temps c'est normal, j'ai pas réglé les jumpers sur la carte mère, c'est pas bien grave, je m'en occuperai plus tard. Une fois les pilotes installés, et bien c'est là que les problèmes ont commencé avec ce PC. J'ai des problèmes concernant des fichiers DLL qui seraient manquants. Je pense donc que le Windows qui est dessus est endommagé, alors pour quelle raison je ne sais pas trop. Et avant de l'avoir testé pour cette vidéo là, je l'avais déjà allumé et il me semble qu'il y avait déjà eu des problèmes avec la carte accélératrice de S3 auparavant. Il va falloir donc que je règle ces problèmes là. Alors vous l'avez pas vu, mais hors caméra j'ai vraiment bataillé avec ce PC. Ça je l'ai montré rapidement, mais j'ai eu des fichiers DLL qui manquaient sur ma version de Windows et je pense que ça doit être lié à ça, mais par moment j'ai des BSOD qui apparaissent et parfois même le PC qui redémarre tout seul. Et divers plantages quand j'utilise Windows ou dans les jeux, vraiment ce système il est pas stable du tout. Et vous vous en rendez pas compte dans la vidéo, mais en vrai j'ai passé 2 jours à m'arracher les cheveux là-dessus. Donc vu qu'il manque des fichiers, je pense fortement que ça vient de ma version de Windows 95. On va donc passer à une méthode plus radicale, je vais tout simplement changer de système d'exploitation. Plutôt que Windows 95, j'ai tout simplement décidé d'y installer une version de Windows 98. Principalement par préférence personnelle, mais aussi parce que malgré tout ce système d'exploitation sera plus stable. Puis je trouve que l'interface est quand même plus sympa, bref ça change pas énormément de Windows 95, mais c'est quand même un petit peu mieux. Je vous mets quelques images pour illustrer ça, mais je vais quand même vous épargner l'installation de Windows 98, c'est pas super intéressant et ça a malgré tout pris pas mal de temps. Je filme complètement à l'arrache parce que là j'ai fait une très longue session hors caméra dans laquelle j'ai tout simplement galéré parce que j'ai eu des gros problèmes après l'installation de Windows 98. J'ai dû tout réinstaller et là je viens enfin de réussir à installer ne serait-ce que les pilotes de la carte ATI. Et là maintenant, du coup, ah bah voilà.
Voilà le genre de problème que j'ai, bon, je crois que c'est pas réglé. Vous l'avez vu, visiblement le problème n'est pas software, donc vraiment je commence à m'intéresser à ce qui pourrait causer des problèmes au niveau hardware, et je sais que régulièrement les vieux disques durs, eh bien, ils peuvent causer des problèmes, donc c'est de ce côté-là que j'ai commencé par chercher. J'ai donc lancé une vérification approfondie du disque dur avec un scan disque ainsi qu'une vérification de l'état de surface. Ça a duré très longtemps, mais vraiment très longtemps. Je pense que c'est parce qu'il s'agit d'un disque dur de 3 Go et c'était quand même une capacité assez rare à l'époque. Bref, ça a été long. Très long. Vraiment très long. One eternity later. Enfin, c'est terminé. Il a quand même détecté une petite erreur. Je suis pas convaincu que le problème vienne de là, mais on va quand même voir s'il y a du mieux. Hors caméra, j'ai eu le temps d'installer les pilotes qui manquaient, donc j'ai commencé à filmer, je pense que le problème est réglé. J'ai donc lancé une petite partie de Diablo premier du nom pour voir ce que ça donne. Visiblement, le problème n'est pas réglé, je vais donc m'attaquer au deuxième suspect sur la liste, il s'agit des barrettes de RAM. Et bien évidemment, j'avais pas prévu de changer les barrettes de RAM, donc en partant du container, eh bien j'en ai pas pris avec moi. Et là je suis en train de me faire à l'idée qu'il faut que je parte au container par 30 degrés en plein cagnard dans une masse métallique pour vider le container carton par carton et essayer de trouver dans lequel j'ai stocké mes barrettes de RAM. Et en plus de ça, c'est pas les barrettes de RAM les plus courantes, il s'agit de la mémoire EDO en format SIM. Énervé là! T'insultes ta mère! Attends, tu vas voir! Putain, je me suis trompé de route! Mangez tes morts! One eternity later. Après avoir passé au moins 1h30 au container et transpiré au moins 10 litres d'eau après avoir sorti peut-être la moitié des cartons que le container contenait, j'ai fini par trouver 2 kits qui devraient être compatibles. En revanche, ces barrettes mémoire ne sont pas testées. Donc si elles marchent pas, eh bien je suis bon pour me retaper un aller-retour au container. Autant vous dire que j'en ai pas vraiment envie. En plus, ces barrettes sont quand même assez galères à monter. J'ai passé un bon petit moment pour réussir à les clipser. Parce que pour ceux qui connaissent pas les barrettes en format SIM, c'est pas le même système pour clipser les barrettes que ce que l'on retrouve de nos jours. C'est un peu plus proche de ce que l'on a sur les ordi portables, et quand on doit le faire du bout des doigts tel que je le fais là, eh bien c'est vraiment pas évident. Mais bon, j'ai fini par y arriver, on va voir ce que ça donne. Visiblement, les barrettes que j'ai mis, elles sont bonnes, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, et juste à titre d'information, j'ai remis 2 barrettes de 16 mégas, donc 32 mégas au total, exactement comme auparavant. Vous savez quoi concernant les barrettes de RAM? Eh ben, le problème, il est réglé, le PC il fonctionne parfaitement maintenant. Je suis vraiment content de ne pas avoir à retourner dans ce satané container. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, j'ai testé pas mal de jeux de la décennie 90. Je les ai testés et c'est fini les redémarrages intempestifs ou les BSOD. Vraiment, le PC fonctionne parfaitement maintenant. Cependant, il me reste un truc à régler. Rappelez-vous, la fréquence du processeur n'est pas la bonne. J'ai mis un MMX 166 MHz et il tourne seulement à 133. Il faut donc que je règle ça. Et sur les cartes mères de l'époque, c'est assez compliqué. On pouvait pas régler ça via le BIOS. J'ai donc besoin de la documentation technique de la carte mère. Pour cette dernière étape, ça m'a demandé un petit peu de recherche pour trouver de la documentation concernant la carte mère, mais j'ai fini par trouver. On a donc un schéma de la carte mère avec un petit peu tous les jumpers que l'on retrouve dessus. Il faut maintenant que je trouve comment positionner les jumpers pour avoir les bons réglages concernant la fréquence du processeur. Faut descendre plus bas, surtout que vous le voyez, eh bien les réglages ils changent en fonction des processeurs que l'on utilise. Ici par exemple avec des processeurs Cyrix ou ici des AMD K5, eh bien les réglages sont pas les mêmes. J'ai donc trouvé les réglages pour les Pentium MMX. On peut voir qu'on a que 2 réglages disponibles, le 166 MHz, ça tombe bien, c'est ce que j'ai. En gros, il suffit de fermer le JP2 et le JP3. Il faut donc mettre un cavalier sur chacun des 2 jumpers. En revanche, je vois qu'il est compatible pour les Pentium MMX jusqu'à 200 MHz. Donc comme je le pensais, il n'est pas compatible pour le 233 que je possède, mais ça peut être intéressant de le positionner, même s'il est un petit peu underclocké à 200 MHz. On devrait avoir plus de performance qu'avec le 166. En vrai, je pense que je pourrais tricher en overclockant le 166 MHz pour avoir 200 MHz, mais bon, j'ai pas vraiment envie de pousser du vieux matériel. On va donc changer de processeur pour tester. Pour avoir donc le réglage à 200 MHz, eh bien c'est pas compliqué, j'ai juste à mettre un cavalier sur le JP2. Le JP2, il est ici à côté du JP3, donc faut que je retire s'il y a un cavalier sur le JP3, mais également sur le jumper 10 et jumper 9, si là j'ai des cavaliers, il faut là aussi que je les retire. Le but c'est d'avoir uniquement un cavalier sur le
Jumper 2, comme ça on aura nos 200 MHz. En tout cas, je vais d'abord commencer par le changement de processeur. Je vais retirer le MMX 166 MHz pour le remplacer par le 233. Et je sais pas si vous avez vu, malgré le fait que j'ai mis pas mal de pattes thermiques, et bien ces processeurs ils sont tellement gros et les refroidissements tellement mal foutus que ça s'est finalement très mal étalé. Donc rien que pour ça, en vrai, c'est pas plus mal que je change. En revanche, je pense que cette fois-ci, j'en ai mis un petit peu trop. Bon, c'est pas bien grave, ça restera comme ça. En tout cas, j'ai tout mis en place. Maintenant, on va pouvoir modifier les jumpers. Pour que vous puissiez bien tout voir, j'ai un petit peu forcé sur l'éclairage, mais là, vous avez devant vous le Jumper 2 et Jumper 3. J'ai donc juste un cavalier à mettre sur le Jumper 2 et normalement, on devrait être réglé pour 200 MHz. Mais vous en faites pas, j'ai vérifié les jumpers 9 et 10, on n'a pas de cavalier dessus. Allez, c'est chose faite, maintenant on va vérifier si c'est bon. Bon, j'ai pas compris pourquoi, eh bien il tourne à 166 MHz. La raison m'échappe totalement, je pensais avoir fait les choses comme il fallait, mais bon, on va laisser ça comme ça. Un petit peu gavé, je vais pas me prendre plus la tête que ça, je vais remettre le processeur qui est d'origine cadencé à 166 MHz, même si je viens juste de l'enlever pour le remplacer par le 233, mais c'est pas grave, au moins on sera bien réglé. Et quant au 233 MHz, eh bien je le garde pour un autre projet. Pour le moment, en tout cas pour cette vidéo, j'ai fini de le bidouiller, on va donc refermer tout ça. Bon, du coup, j'ai remonté hors caméra le MMX 166 MHz dans le PC. Au moins, au niveau de la fréquence, on est réglé pile poil pour ce processeur-là, et ça me permettra de garder le Pentium MMX 233 pour un autre projet. Et vraiment, je suis assez déçu, mais je comprends vraiment pas pourquoi je suis pas du coup réglé à 200 MHz avec cette carte mère. Peut-être que c'est une erreur dans la doc que j'ai trouvée, étant donné qu'il s'agit pas de la doc officielle de la carte mère. Malheureusement, cette documentation-là, eh bien, je l'ai pas trouvée. En tout cas, pour le moment, ça va rester comme ça, parce que vraiment j'en ai marre de batailler avec ce PC et de toute manière on va pas se mentir, déjà en socket 7 avoir un Pentium MMX cadencé à 166 MHz c'était vraiment pas mal. En tout cas le PC est parfaitement fonctionnel, il est venu le temps d'en profiter en le testant dans les jeux. Je démarre donc la bête et je vous laisse profiter un petit peu de ça. En premier, j'ai choisi d'utiliser un jeu qui colle pile poil à la période de ces processeurs, les tout premiers Pentium et Pentium MMX. Il s'agit de Quake premier du nom. Et en plus de ça, je l'ai en version Glide, on pourra donc comparer quand on utilise la carte de 3DFX et quand on utilise un rendu classique. En tout cas avec ce jeu, il s'agit du rendu logiciel. Vraiment le logo 3DFX au démarrage d'un jeu, ça me fera toujours plaisir. Donc vous le voyez déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas d'artefact graphique ou de problème comme j'avais pu rencontrer avec la Voodoo Rush, et ça vraiment c'est le top. Le jeu est vraiment hyper fluide, ça fait plaisir, le rendu est vraiment super bon, l'image est de super qualité. Malgré qu'on soit sur une définition assez faible, et bien finalement on s'en rend pas vraiment compte, grâce à la qualité du filtrage de 3DFX. Et je peux vous assurer que pour avoir l'habitude du rendu classique sur ce jeu-là, eh bien vraiment ça change tout. Et ça de toute manière vous le verrez tout à l'heure. Je me suis lancé une partie, je me rends compte que j'ai une piste audio qui est pas super raccord avec le jeu, donc je suis allé voir dans les options et en réalité c'est parce qu'il lisait les musiques qu'il y avait sur un CD dans le lecteur. Et ce CD, bah, c'était le CD de GTA premier du nom. Ce qui fait que j'avais des musiques un petit peu funky et honnêtement sur Quake c'est pas hyper adapté. En tout cas, maintenant que je joue moi-même, vraiment, je me rends compte que la fluidité, elle est incroyable. Pour avoir testé pas mal de machines assez anciennes, c'est vraiment surprenant. Et c'est un vrai plaisir, vraiment, sur ce jeu-là. On a une excellente sensation de jeu. Vraiment, ça marche super bien. Je pense vraiment que la Voodoo 2 que j'utilise, elle y est pas pour rien, parce que clairement, c'est une carte qui est quand même plus récente par rapport à ce jeu-là. Elle doit donc vraiment être à l'aise sur ce jeu. Et même du côté du processeur, pour Quake 1, un MMX cadencé à 166 MHz, c'est quand même assez large. Quoi qu'il en soit, pour un jeu qui correspond quand même plutôt bien à la période de ce PC, eh bien ça tourne parfaitement bien, c'est super agréable. Je passe maintenant en rendu logiciel pour vous montrer ce que Quake donne lorsque l'on n'est pas aussi bien équipé, en tout cas pour le rendu graphique, que ce PC là. Je suis en définition 640 par 480 et regardez ça, au niveau de la qualité d'image, vraiment ça n'a rien à voir. Et même pour ce qui est de la fluidité, eh bien on est à des lustres de ce que pouvait proposer la version Glide. Et je précise, je suis toujours sur le même PC. Clairement on n'a plus de fluidité
PC, l'image vraiment, elle est ultra pixelisée, c'est pas du tout agréable. Clairement, les sensations de jeu, elles ont totalement disparu. Et là maintenant, regardez, je vous mets côte à côte les deux images. À gauche, on a le rendu Glide avec la carte de 3DFX donc. Et à droite, on est sur le rendu classique du jeu, à savoir le rendu logiciel. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Rien qu'avec ça, on comprend l'excellente réputation qu'avaient les cartes de 3DFX. Après, je vais pas vous mentir, on avait des rendus qui étaient quand même meilleurs que le rendu logiciel en fonction des cartes que l'on utilisait. Par exemple, avec la rendition V1000 et la version VQuake du jeu, on avait quand même un rendu qui était bien meilleur que le rendu logiciel, même si on était en deçà de la version Glide. J'ai aussi testé Quake 2, cette fois-ci on est en 800 par 600, donc une définition un petit peu plus élevée. Et là, encore une fois, c'est hyper fluide, même si cette fois-ci, de temps en temps, en fonction de ce qui se passe à l'écran, on a parfois des petits ralentissements, notamment au moment des explosions. Je pense que ça s'explique plus à cause du processeur que de la Voodoo 2, mais on est quand même du coup un petit peu moins fluide que ce que l'on pouvait avoir sur le premier Quake, mais en même temps, c'est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, pour un PC de l'époque, ça reste quand même extrêmement fluide et ultra agréable. Un autre gros jeu de l'époque, il s'agit de Unreal, le tout premier, et rien qu'à la G4 du jeu, je pense que ça va être plus dur pour la configuration. Il faut au minimum un processeur cadencé à 200 MHz, et surtout, au niveau de la mémoire, il demande au minimum de chez minimum 32 MB, mais il conseille plutôt d'avoir 64 MB. On va donc sûrement avoir deux facteurs qui risquent de nous limiter sur ce jeu-là. J'ai donc lancé une partie sur la version compatible 3DFX du jeu, il est patché comme les autres, en définition 800 par 600 et on se rend compte quand même que c'est plus difficile pour le PC, vraiment. On est beaucoup moins fluide, malgré tout, on a suffisamment d'images par seconde pour que ça reste parfaitement jouable. Il y a juste par moment, on a quand même des ralentissements qui sont super désagréables. Quoi qu'il en soit, en lisant ce qu'il y avait écrit sur la jaquette du jeu, je m'attendais à bien pire, au final ce PC s'en sort plutôt bien. Et surtout, je me dis que si ça reste jouable selon mes standards actuel, je pense que à l'époque, donc en 97 il me semble qu'il est sorti, je pense qu'on pouvait largement se contenter de ce niveau-là de fluidité avec les PC de l'époque. Par contre, je sais pas trop ce qui nous limite le plus, est-ce que c'est le processeur ou la RAM qui nous limite vraiment sur ce jeu-là, ce qui fait qu'on a un framerate qui est pas incroyable. Je suis incapable de vraiment vous le dire, étant donné que j'ai pas vraiment accès à la quantité de RAM qui est utilisée au moment où je joue, ou même la charge du processeur. Vraiment, il s'en sort pas si mal que ça, même si ça reste quand même plus difficile que sur les autres jeux. Forcément, après avoir fait Quake et Unreal, je suis obligé de tester Half-Life 2. Et vous le voyez au niveau de la jaquette, là aussi, ce qui demande concernant les capacités du PC, eh bien ça risque de coincer un petit peu avec ce PC là. On va voir ce qu'il en est en pratique, je lance directement une partie. Concernant les réglages, eh bien vous le voyez, là aussi je suis en 800 par 600 avec la version optimisée pour les cartes de 3DFX. Je vous ai passé l'introduction qui peut être un petit peu longue, comme ça on passe directement aux sessions de gameplay. Ce que je peux dire, eh bien c'est que finalement ça fonctionne quand même plutôt bien. Je pense pas arriver aux 60 images par seconde, mais malgré tout ça fonctionne quand même mieux que sur Unreal. Le jeu est fluide, plutôt agréable à jouer, c'est clairement jouable. C'est pas les conditions idéales de jeu par rapport aux standards que l'on pourra avoir de nos jours, mais ça reste quand même parfaitement jouable. Et un petit peu comme pour Unreal finalement, eh bien je pense clairement qu'un joueur de 98, la date de sortie du jeu, eh bien il se contenterait sans problème de ce niveau de fluidité. Et en vrai, même si au niveau de la jaquette il demandait un Pentium 233 MHz, eh bien je trouve que ça fonctionne mieux que sur Unreal qui pourtant lui demandait seulement 200 MHz. Donc sur Unreal, je pense que finalement c'était plutôt au niveau de la RAM que ça coinçait. Étant donné que Half-Life lui demande que 32 MB de RAM, or c'est ce que j'ai sur ce PC là. En tout cas, à part quelques petits ralentissements par-ci par-là, eh bien c'est vraiment parfaitement jouable et c'est même super agréable. En vrai, j'aurais pu tester dans beaucoup d'autres jeux, tellement il y a plein de jeux que j'aime beaucoup dans cette période. Il y avait par exemple le premier GTA que j'ai évoqué rapidement, Age of Empires 1, bref, il y avait tellement de jeux qui étaient cool sur cette période. Mais bon, je vais pas non plus vous faire une vidéo qui va durer 2 heures. On passe donc à la conclusion et j'attaque directement en vous disant, mais ce PC, il m'a vraiment fait galérer. Il m'a vraiment fait perdre patience et il y a des moments où je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'on arrêterait pas là? Et tout ça simplement à cause d'un problème de barrette et j'ai changé ça en dernier parce que vraiment j'avais pas envie de retourner dans le container. Parce que des barrettes EDO en format SIM, j'en ai vraiment pas beaucoup et ma collection de barrettes de RAM est répartie dans plusieurs cartons. Et bien entendu, je me rappelais plus dans quel carton j'avais mis ce modèle si particulier de barrette. Mais finalement, je me suis motivé et le PC fonctionne parfaitement et j'en suis très satisfait. Je pense que hors caméra, je vais me pencher un peu plus sur le problème de la fréquence du processeur. Parce que je pense vraiment que ce serait cool de pouvoir monter jusqu'aux 200 MHz sur cette plateforme. Ça nous ferait vraiment un PC
PC très performants de cette époque-là. Mais en vrai, c'est pas bien grave, le PC il fonctionne parfaitement et tous les jeux que j'ai testés sont quand même plutôt jouables. Même Half-Life, alors que j'aurais pas parié dessus, et il y a que Unreal qui galère un petit peu, mais je pense que c'est pas à cause du processeur. Je pense vraiment que c'est les 32 mégas de RAM qui me limitent un petit peu, mais je vous avoue que juste pour ce jeu-là, j'ai pas allé chercher des barrettes de RAM plus costauds. Et en vrai, même Unreal, même si c'est pas idéal, il tourne suffisamment bien pour que ce soit jouable, donc ça va rester comme ça. En tout cas, je suis vraiment impressionné par les capacités de ce PC. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo et enfin, je suis vraiment content d'avoir pu vous proposer une vidéo dans laquelle je teste du rétro. En plus de ça, une vidéo vraiment intéressante dans laquelle je teste les tout premiers Pentium et avec une carte de 3DFX dedans. Bref, c'est vraiment le top du top à l'époque. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous trouverez les liens Linktree vers les réseaux sociaux, la boîte mail, tout ça. N'hésitez pas aussi à y faire un tour pour ceux qui soutiennent la chaîne. Bien entendu, le sponsor de la vidéo Godil, mais aussi le site overclockingpc.eu. Ils mettent en avant la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les soutenir eux aussi. Et si vous avez envie de m'aider pour le référencement de la vidéo, eh bien on va mettre tout simplement un hashtag. Il vous suffira de commenter hashtag Pentium. Allez, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.